Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur Néandertal et sur ce que nous devons, nous les sapiens européens, ce que nous devons à Néandertal dans notre génétique, dans notre comportement, dans notre façon d'être. Néandertal, depuis les travaux de Svante Pääbo avec l'accent français, j'ai dû écorner le nom, c'est un Suédois qui a étudié à Berkeley la génétique, donc spécialisé en génétique, et qui ensuite a créé en Allemagne, à Leipzig, ancienne Allemagne de l'Est, il a créé l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive. Donc il est à la source de la création de cet institut et aussi des recherches sur le génome humain et des recherches en génétique en comparant du matériel génétique de Néandertal et du matériel génétique humain moderne. Et grâce à ces comparaisons, il a pu prouver d'une façon certaine que Néandertal était en partie notre ancêtre. Il dit bien en partie parce que les métissages, les rencontres entre Sapiens et Néandertal n'ont pas été très nombreuses, c'est normal, il y avait peu de Néandertal en Europe à cause du climat qui était relativement froid et rude, et donc les sapiens sont remontés en plus grand nombre quand il y a eu des glaciations et des réchauffements, donc ils étaient plus fertiles, c'est normal, au sud on est plus fertile qu'au nord, donc, car la nature est beaucoup plus luxuriante, donc on a une vivacité reproductive plus importante, c'est une des bases. Donc, les Néandertaliens étaient beaucoup moins nombreux car le territoire était beaucoup plus pauvre et en plus, ils étaient technologiquement un peu moins évolués, on va dire, que les sapiens qui, eux, étaient plus nombreux, ont pu s'enrichir des groupes entre eux, des apports technologiques, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, ce qui ne veut pas dire que Néandertal était stupide, sauf que quand on est peu nombreux sur un grand territoire à cause du manque calorique, donc on est des chasseurs-cueilleurs, avec un milieu quand même relativement pauvre par rapport au milieu plus chaud, et on n'est pas nombreux, donc on est aussi intelligent, mais les groupes ne pouvant pas transmettre, car ils sont très espacés, leur savoir et leur technologie qu'ils ont découverte en s'adaptant au milieu local, n'ont pas pu progresser technologiquement aussi bien que des endroits où il y a une population plus importante. Bien sûr, ça s'était adapté avant, à l'époque néolithique, néolithique très ancien. Donc ils étaient tellement peu nombreux qu'il y avait peu d'apports technologiques qui pouvaient être générés chez les Néandertaliens et être transmis à d'autres groupes vu la faible quantité. Donc ils étaient peu nombreux et les sapiens du Sud sont venus. Et ensuite, il y a entre 40 000 et 90 000 ans, je crois, les mélanges qu'il y a eu au Moyen-Orient et même en Europe, je crois. Et puis en Asie, il y a eu des mélanges avec des Néandertaliens. Et donc, à ce moment-là, ils étaient plus nombreux, ils sont passés, puis même après, ils sont revenus, ils ont recolonisé la région en étant déjà plus nombreux. Mais il faut savoir que nous, les Européens, nous devons beaucoup de choses aux Néandertaliens. Nous devons notre adaptation particulière au climat rigoureux, au climat froid. Il faut savoir que les Néandertaliens sont remontés d'Afrique en Europe. Il y a plusieurs montées successives. Il n'y a pas juste une montée, on appuie sur le bouton, hop, l'ascenseur monte et on arrive en Europe. Non. Il y a eu plusieurs montées, mais les montées, ça s'est fait par tout petits groupes. Il y a eu plusieurs montées qui ont dû avoir lieu entre 550 000 et 750 000 ans, d'après les recherches en génétique, bien sûr, des remontées de Néandertaliens vers l'Europe et le Moyen-Orient et l'Asie. Et ils se sont adaptés, ils ont vécu dans cette région-là, plus ou moins isolée, parce qu'après il devait y avoir quand même des montées du sud qui arrivaient, donc de leurs ancêtres, qui ont évolué aussi, c'était plusieurs de leurs ancêtres, mais qui remontaient, mais en si faible quantité qu'il y avait juste un peu de passage d'humains qui leur permettait quand même de conserver un pont génétique entre les Néandertaliens et les
leurs ancêtres africains qui avaient évolué en même temps, donc qui n'étaient plus leurs ancêtres, mais qui étaient leurs cousins. Hein, donc les Néandertaliens gardaient une compatibilité génétique toujours même réduite avec les cousins africains, parce qu'il devait toujours y avoir quelques apports très faibles, mais vraiment très très faibles, de matériel génétique, hein, qui permettait d'éviter justement qu'il y ait spéciation, hein, donc qu'il y ait deux espèces qui naissent et qu'il y ait incompatibilité génétique. Donc nos Néandertaliens viennent d'une vieille souche Homo erectus, on monte en Europe, hein, et c'est très vieux. Donc on voit la séparation entre nos ancêtres communs, hein, Néandertaliens et Sapiens, bien qu'en vérité on ne soit remétissé avec Néandertal. Hein. Donc les montées, c'est vers 500, l'ancêtre commun, hein, de la souche principale Sapiens Néandertal, c'est un ancêtre commun aux alentours de 500, 800, de 500, 800 000 ans, on va dire, hein, 750 comme ils disent. Mais il faut toujours, on ne peut jamais avoir une certitude totale. Hein. Donc on est remonté, et ensuite il y a eu une remontée massive, comme j'ai dit, de Sapiens à cause des variations climatiques, hein, des changements, des glaciations, des réchauffements. Il y a eu de la surpopulation, sûrement aussi des chasseurs-cueilleurs qui demandent beaucoup d'espace, donc ils sont obligés de remonter vers le sud. Hein. En général, quand on est au sud, on descend pas, on reste pas vers le sud, hein, parce que c'est occupé par d'autres chasseurs-cueilleurs, donc on va où il y a de l'espace, puisqu'un chasseur-cueilleur a un rendement productif faible et il est obligé d'utiliser un grand espace pour survivre. Hein. Donc il peut y avoir des conflits pour l'espace, comme on peut voir en Amazonie, hein, des conflits entre Indiens, hein, qui peuvent s'agresser, hein, pour un grand territoire, alors qu'il y a assez, il y a toujours à manger, il y a abondance, mais comme on ne cultive pas et on n'élève pas, on vit sur un cheptel, hein, et on est obligé de vivre sur un très très grand espace. Alors comme on disait, tiens, je lisais un article, en général on échange les femmes, hein, pourquoi? Pour créer des alliances, hein, et éviter aux beaux-frères, hein, c'est mon beau-frère, donc je ne vais pas agresser la tribu d'à côté parce que j'ai donné une femme. Et la femme en même temps fait la diversité génétique dans le groupe à côté. Hein, c'était le système des chasseurs-cueilleurs en général. Hein. On donne la femme, hein, et puis ça permet de faire des alliances. Et puis les femmes peuvent se donner aussi elles-mêmes, car de toute façon, une matrice à prendre, c'est toujours intéressant pour un groupe humain, pour un groupe d'hommes. Hein. Par contre, un mec qui vient tout seul, on lui tranche la gorge ou on le plante, parce que de toute façon, ça fait de la concurrence et ça nous prend nos matrices. Hein. C'est primitif, mais ça fonctionnait sûrement comme ça. Donc voilà, donc nous avons un remélange ensuite des remontées sapiens, comme je l'ai dit, vers entre 40 000 et 90 000 ans au Moyen-Orient. Alors ça, c'est les travaux de Svante Pääbo, mais qui confirment tout ce que j'avais dit il y a 15 ans. Hein. Ça fait plus de 15 ans que je dis ça, hein, ça fait plus de 15 ans que j'explique qu'il y a eu ce phénomène. Alors, je ne pouvais pas avoir les preuves scientifiques, et grâce à Svante Pääbo, et Svante Pääbo qui a profité justement de l'évolution technologique qui a permis à des appareils d'analyser le génome humain, qui a eu la très très bonne idée de comparer du matériel osseux, hein, fossile, hein, préhistorique de Néandertaliens et d'hommes. Hein, grâce aux avancées technologiques, il a pu enfin, lui, avec son bonne idée et l'utilisation des nouveaux matériaux, hein, qui n'étaient pas de sa part, mais qu'il a utilisé intelligemment, il a pu prouver qu'il y avait un mélange, un métissage entre sapiens et Néandertal, en faible quantité, mais en quantité suffisante pour faire survivre l'humanité et les sapiens dans des conditions très 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 dures. Et c'est justement les métis, hein, les métis sapiens Néandertal, qui ont eu la plus grande vigueur. Il n'y en avait pas beaucoup, parce que tout le monde n'a pas fait la partouze avec les Néandertaliens. Hein. Il y avait que quelques mélanges qui se faisaient. D'ailleurs, il y avait très peu d'hommes sur Terre. Hein. Ce n'était pas comme maintenant, quand un groupe se rencontrait, souvent, pour rencontrer un autre groupe, il fallait avoir beaucoup de chance. Mais quand ils en rencontraient un autre, ils pouvaient parfois avoir des mélanges, et l'amour pouvait naître entre un homme et une femme. Hein. Donc, à ce moment-là, il est né des métis qui pouvaient être mal adaptés. Hein. S'ils prenaient, par exemple, l'adaptation au climat chaud du sapiens qui remontait, hein, et la faible fertilité du Néandertal, parce qu'ils devaient être beaucoup moins fertiles, hein, fertiles par leur comportement, hein, fertiles peut-être par leur taux de testo un peu plus bas, peut-être, hein, mais un taux de croissance sûrement plus élevé, une peau légèrement plus blanche aussi, hein,
pas aussi blanche que la nôtre, parce qu'ils étaient chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs restent toujours bistres. Hein. Bistres, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de blanchir totalement. Hein. C'est surtout valable pour les femmes de blanchir. Alors, c'était surtout un avantage aux femmes de blanchir, mais ils n'ont pas besoin d'être totalement blanc, vu que, comme ils sont chasseurs-cueilleurs, un peu pêcheurs, l'apport en vitamine D est suffisante, hein, pour les hommes particulièrement, pour pouvoir survivre. Pour les femmes, elle était un peu pauvre, donc il y a un blanchissement qui vient à la base de la sélection des femmes les plus pâles. Ce n'est pas les hommes qui vont avoir une sélection, qui vont être en mauvaise santé parce qu'ils sont un peu bistres, ça va être surtout les femmes. Donc les femmes vont blanchir plus en Europe parce qu'elles font des bébés, elles ont besoin de synthétiser du calcium, de la vitamine D, tout ça, d'assimiler le calcium et grâce à la bonne synthétisation de la vitamine D, grâce à la lumière, et une peau trop foncée chez une femme entraînerait un gros problème. Donc les femmes chasseuses-cueilleuses, hein, ont dû payer le prix fort à cause de leur carence. Ils ont dû faire de l'ostéomalachie et des carences en calcium, hein, à force de faire des bébés. Il faut dire que là-bas, on commençait à 14 ans et on avait commencé à 15 et on terminait à 30, hein, parce qu'on était souvent mortes à cet âge-là. Hein, mais pendant ce temps-là, on faisait un bébé tous les ans et demi, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a survécu, et les femmes donc, avaient besoin d'avoir beaucoup de calcium, et de synthétiser la vitamine D, l'homme moins. Donc voilà, donc les Européens ont blanchi. Donc les sapiens, quand ils sont remontés, se sont mélangés, c'est les métis qui ont hérité, hein, les métis qui ont hérité, alors si les métis ont hérité du bon côté du sapiens et du bon côté du néandertalien, bah, ils avaient un avantage sur les néandertals et sur les sapiens venus d'Afrique. Hein. Nous avons un ancêtre commun, bien sûr, hein. Et les néandertaliens sont africains aussi à la base, mais remontés avant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les métis, eux, étaient beaucoup plus vigoureux, et hein, deux chances dans les métis, hein, les métis qui avaient hérité des adaptations valables au nord des néandertaliens et de la vigueur reproductive, hein, et peut-être de l'esprit un peu plus technologique, peut-être, hein, des sapiens. Donc voilà, donc qu'est-ce que nous devons aux sapiens? Alors, suite à un petit article que j'avais vu dans Futura Science, hein, que devons-nous, aux néandertaliens? Alors, suite à un petit article que j'avais vu dans Futura Science, hein, qui a été mal compris quand je l'ai mis sur mon Facebook. Donc les gens disent oui, on a hérité de problèmes des néandertals. Alors le titre c'était « Les allergies proviendraient des gènes hérités de l'homme de Néandertal ». Alors, effectivement, c'est très très bien expliqué, mais c'est pour expliquer qu'en vérité, nous avons hérité de beaucoup d'avantages de Néandertal, et c'était pris du côté négatif, c'est que ces avantages généraient quelques inconvénients. Alors, ils expliquent qu'on a hérité entre 1 et 6% de gènes, hein, des Néandertals, quand les sapiens sont remontés, sapiens qui ont le même ancêtre que Néandertal, hein, puisqu'ils remontent tous les deux d'Afrique, mais il y a eu des mélanges, comme j'explique. Il n'y a pas eu de spéciation parce qu'il devait tout le temps y avoir des petites remontées, mais en très très faible quantité, palpable quasiment, mais qui permettait de conserver un pont génétique, hein, et une compatibilité reproductive entre ces deux, ces deux groupes humains. Hein. Donc ils disent que comme on a été, comme les Néandertaliens ont été confrontés, comment dire, à des climats plus froids, je remets mon truc ici, des climats rudes, hein, avec des agents infectieux différents. Ben sûrement ils ont pris des infections pulmonaires, hein, bien sûr, hein. Ils ont dû prendre des problèmes à cause du refroidissement des bronches, hein, il devait y avoir quelques virus, quelques bactéries, hein, qui touchaient la sphère ORL, hein, particulièrement, hein, et peut-être moins de bactéries touchant la peau et touchant à cause de l'humidité et les parasites et les champignons qui devaient créer des ouvertures en climat tropical et plus chaud. Hein. Donc au nord, on a une pathologie différente, et nos néandertaliens, quand ils sont remontés, ben, il y a eu une espèce de sélection sur les individus qui avaient peut-être un système militaire beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant, mais le problème de ce système immunitaire boosté fait qu'il peut se retourner contre lui-même en attaquant tous les organismes d'apport extérieurs, tous les pathogènes, hein, qu'il va reconnaître. Donc il faut qu'il reconnaisse des nouveaux pathogènes, donc il faut qu'ils soient encore plus virulents, mais il peut se retourner sur lui-même, hein, parce qu'il a trop d'énergie, hein, si vous voulez, donc il est trop virulent, donc ce qu'on appelle des allergies auto-immunes, c'est-à-dire que c'est au lieu d'avoir un système immunitaire qui attaque uniquement
des choses qui dégénèrent, hein, et les agents extérieurs, il est tellement virulent qu'il finit par attaquer tout, même son propre producteur, le propre corps qui les produit, hein, finissant par s'autodétruire, ce qu'on appelle une allergie. Alors il y a des allergies plus ou moins graves. Donc on aurait, les Européens, par les Néandertaliens, chopé ces problèmes d'allergie, hein, alors que les Africains n'ont pas. Ils doivent avoir des allergies eux aussi, mais pas les mêmes que nous. Et nous, on a dû choper possibilité d'avoir peut-être plus de problèmes auto-immunes que les Africains pure souche, hein, parce qu'on a eu un boostage récent du système militaire pour s'adapter à un nouvel environnement, hein. Alors ça, c'est le côté négatif, mais le côté positif, c'est que nous, les Européens, nous avons, les sapiens, quand nous sommes remontés, nous avons évité au moins 200, 500, 90 000, on va dire au moins 400 000 ans de sélection naturelle intense et impitoyable, hein, pour sélectionner les individus les plus adaptés à des climats froids, des climats relativement rigoureux, bien que ça variait, hein, l'intensité de la rigueur du climat européen variait, mais c'était beaucoup plus dur, hein, au niveau climatique, hein. Je ne parle pas au niveau abondance de nourriture, parce qu'il y en avait quand même, mais c'était beaucoup plus dur au niveau climatique, et les Européens, hein, donc nous les sapiens, nous avons hérité des Néandertaliens grâce au métissage, de ces adaptations au climat rigoureux européen, au climat froid, hein, adaptation au climat froid, qui nous ont permis de sauter, hein, grâce au métissage, 400 000 ans, entre 200, 300, 400 000, ça dépend selon les arrivées, hein, d'adaptation au climat froid. Et ça a évité une sacrée casse génétique, hein, ça a évité de nombreux morts sur l'autel de la sélection naturelle, hein. Alors on peut remercier les Néandertaliens de nous avoir donné ces adaptations au froid, alors adaptation, comme ils disent, de résistance aux pathogènes, et puis surtout notre métabolisme. Et comme on va sûrement le découvrir plus tard, parce que les recherches n'ont pas été faites dans ce domaine, mais elles vont bientôt être faites, hein, vous verrez qu'ils diront pareil que ce que dit Fred Delavier, donc Frédéric Delavier, c'est moi, hein, on doit avoir une adaptation au froid dans l'assimilation, dans la synthèse, dans l'assimilation du gras et dans la métabolisation du gras. On est beaucoup plus adaptés, nous les Européens, hein, pour synthétiser et métaboliser du gras animal, déjà pour pouvoir l'assimiler aussi, le manger, l'assimiler, le réintégrer dans l'organisme, hein, et l'utiliser pour la production d'énergie dans notre corps, pour nous chauffer, pour l'utiliser pour aussi faire marcher notre système musculaire, pour faire tout marcher, pour utiliser aussi pour notre système hormonal. Donc l'Européen doit avoir un avantage énorme, doit avoir une capacité grâce à Néandertal, hein, une capacité à stocker du gras et à le métaboliser plus facilement. Alors le problème, c'est que on peut remarquer particulièrement que l'Européen a tendance à beaucoup plus stocker de gras en sous-cutané, hein. Il a dû hériter ça de Néandertal, bien sûr, hein. Alors il y avait d'autres hommes, hein, il y a Denisova aussi, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas que Néandertal, il y a eu beaucoup plus d'isolation, hein. On va s'apercevoir dans les années qui suivent qu'il y a beaucoup plus d'isolation génétique, et on va trouver beaucoup plus d'espèces, on va dire, ou de races, hein, de races humaines, parce qu'on ne peut pas vraiment mettre des espèces, on va dire plutôt là des races par isolation, hein, isolation génétique, mais des races qui continuent à être interfécondes, et on a Denisova déjà, hein. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus on a trouvé encore plusieurs, 2-3 autres, hein. Il y a de plus en plus de races humaines. Alors on dit race parce qu'il y avait vraiment des isolations, on ne peut même pas parler maintenant de race humaine, puisqu'il y a trop de contact avec les hommes, hein. On peut parler juste de métissage et d'adaptation à des milieux, hein. La race, c'est valable quand il y a vraiment une isolation avant la spéciation, hein, si vous voulez. Donc, on peut s'apercevoir que nous, on a hérité de ce métabolisme, hein, de cette particularité à stocker, nous les Européens, pas les Africains, de stocker facilement du gras et d'assimiler facilement le gras animal, et en plus de le métaboliser, d'utiliser plus facilement dans l'organisme pour les fonctions de l'organisme, hein, car les Néandertaliens devaient stocker beaucoup de gras pour passer la mort de la nature l'hiver. Donc ils accumulaient, il y avait moins d'animaux, ils continuaient à manger, mais c'était beaucoup plus dur, et au printemps, vers la fin du printemps, ça revenait et on se rechargeait en gras, d'où cette morphologie particulière des Néandertaliens. Mais nous, on a hérité de ça, et c'est pour ça qu'on voit malheureusement maintenant, hein, chez les êtres humains,
modernes, les Européens, aussi en Afrique, mais en Afrique ils restent plutôt maigres en général. Alors maintenant il y a la bouffe européenne qui arrive, donc ils commencent à grossir, mais grossir d'une façon un peu différente des Européens, parce que nous on va stocker dans le bide, essentiellement, les hommes particulièrement, et les femmes vont stocker sur tout le corps, mais nous en plus les Européens, on stocke comme un bibendum, on stocke partout, ce qui nous fait un manteau de gras, sûrement hérité, ce système de thermorégulation, de protection au froid et de stockage d'énergie a sûrement été hérité des Néandertaliens. Donc si vous êtes un peu gras, si vous êtes un peu obèse, sachez que, et européens, sachez que vous le devez malheureusement aux Néandertaliens, mais c'est ça aussi qui les a sauvés, c'est ça qui leur a permis de supporter un hiver rigoureux et de pouvoir ne pas mourir de faim l'hiver tout simplement, alors que la nature revenait verdoyante, on pouvait rechasser mieux l'été. Alors on pouvait stocker un peu de viande, on pouvait en stocker dans la neige, quand on chassait, quand on tuait une grosse bête qu'on arrivait à traquer, mais c'était beaucoup plus dur de survivre l'hiver que l'été, où à ce moment-là la verdure commençait à revenir, les baies, et puis voilà. Donc c'était plus facile, on sait très bien que c'est très dur de survivre l'hiver, et en plus on a une déperdition calorique énorme due à la résistance qu'on doit donner, la résistance de chauffage qu'on doit fournir, donc ça brûle de l'énergie. Donc ok, on trouve à manger, mais on brûle beaucoup plus d'énergie quand on est un néandertalien. Donc on a hérité de ça, on a hérité de ces adaptations de stockage et de métabolisation du gras, des néandertaliens, et aussi de notre morphologie, un peu avec des gros mollets, comme je dis tout le temps. On a hérité ça. Alors ça s'est perdu un peu après parce que le climat s'est un peu changé, mais il faut voir, là je fais des dessins actuellement là-dessus, il faut voir que Néandertal était totalement adapté au froid. Et vous savez, il a une espèce de cage thoracique, alors il a des membres courts, pas trop, c'est-à-dire qu'il a des membres courts et un grand buste. Alors pourquoi même les femmes avaient un grand buste, et avec une cage thoracique qui partait comme ça, avec le bas de la cage thoracique très très évasé, dans le squelette qu'on a retrouvé, parce qu'on en a trouvé pas mal. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il stockait du gras dans le ventre. Dans le ventre, pourquoi? Parce que c'est plus près du centre de gravité. Ils étaient courts en pattes pour éviter les grandes jambes, avec beaucoup de peau qui permettrait beaucoup de contact avec l'extérieur qui fait qu'il y a, par homéostasie, transmission de l'agitation moléculaire du corps à l'extérieur ou de l'extérieur au corps. Donc s'il se refroidit, c'est l'agitation moléculaire, la chaleur donc, qui passe à l'extérieur et on se refroidit très vite. Donc moins on a de peau, plus on se rapproche de la forme de la boule, la boule étant la surface, la forme géométrique qui propose moins de surface extérieure pour le maximum de volume interne. Donc la sphère, on est sphéroïde, ça se voit pas tellement, mais par rapport à un Africain sénégalais, vous verrez, j'aime bien les citer les Sénégalais parce que pour moi, c'est l'exemple même des mecs qui ont poussé en longueur. Alors il y a les Maasai aussi. Donc plus on a cette forme proche de la boule, ça se voit chez les animaux de la sphère, moins on transmet notre énergie à l'extérieur et plus on économise notre énergie. Ce qui est le but, c'est de pas de conserver au maximum la chaleur. Donc Néandertal avait cette forme de boule, court sur pattes, grosse cage thoracique, grosse cage thoracique évasée vers le bas, même chez les femmes, alors que nous, on n'a plus ça trop chez les femmes, on a plutôt une petite cage thoracique, parce que maintenant on a des manteaux, on a tout ce que vous voulez, mais ils avaient aussi, mais c'était moins dur, et puis ils n'avaient pas le chauffage central. Donc eux, cage thoracique, gras dans le ventre, près du centre de gravité passagère, gras, c'est de l'énergie qui va pouvoir être utilisée pour bouger, pour permettre à l'organisme de survivre, mais aussi pour fournir de la chaleur, donc faire la thermorégulation et maintenir une température à 37, on va dire qu'ils étaient peut-être même un peu plus bas, ils devaient être à 36 comme on vient de me faire remarquer que les Japonais par exemple, et même les Asiatiques ont souvent certaines peuplades ont souvent des températures inférieures, alors souvent inférieures comme les Japonais, parce qu'ils vivent sûrement dans un climat froid, alors, on verra, c'est mon hypothèse, elle s'avérera sûrement juste, climat froid et avec en plus une façon de réguler, parce qu'on est insulaire, on régule la population, donc quand on perd 1 degré de température, on peut être plus nombreux sur un terrain donné, vu que l'on consomme moins d'énergie. Donc ça fait quand même, ça paraît petit, mais ça se joue à quelques degrés près, donc 1,5 degré, puisque les Japonais disent j'ai 37,5, j'ai la fièvre. Donc les Néandertaliens devaient peut-être avoir une température un peu plus basse, des gros mollets pour conserver et pas geler, la température qui produisait du mouvement, qui produisait de la chaleur quand ils bougeaient pour produire de la chaleur, parce qu'ils avaient des mollets peu économiques qui permettaient en marchant l'hiver de ne pas geler, donc d'avoir
une chaleur qui se produit, donc avoir une bonne circulation dans les pieds, ne pas geler les pieds. Donc il y avait plein de types d'adaptations climatiques que nous, les Européens, avons hérité. Les Nordiques ont souvent des gros mollets, les Africains n'en ont pas. Ils ont des mollets tout tendineux, faits pour la restitution énergétique, étant donné que la nature vise à sa survie et à l'économie aussi, hein, et elle ne dépense que quand c'est utile. Vous voyez, sur mon néandertalien devait avoir une température un peu plus basse, mais une forme de boule, hein, et en même temps, pour économiser bien sûr, et une forme de boule pour économiser, et en même temps des gros mollets pour quand même fournir de la température dans des zones exposées au froid, comme les pieds, hein, avec voûte plantaire arquée, comme on verra sûrement, calcanéum court, permettant d'avoir un gros mollet peu économique. Hein, ça, Mais nous, les Européens, on a dû hériter cette morphologie des Néandertaliens, bien sûr, parce que ça va éviter 400 000 ans de casse génétique que eux, les Néandertaliens, ont subi pour s'adapter à ce froid. Donc voilà, d'autres morphologies qu'on a dû hériter des Néandertaliens, c'est à peu près tout, hein. La blancheur de la peau, hein, bistre, hein, il n'était pas blanc comme je vous l'ai expliqué, mais bistre, mais bistre c'est pas noir, hein. Alors quand on dit qu'on a retrouvé des hommes européens qui n'étaient pas blancs, effectivement ils n'avaient pas le gène de la blanchitude, entre guillemets, alors il y en a plusieurs, c'en est pas un, mais des gènes limitant la production de mélanine, mais ils étaient quand même beaucoup plus pâles, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir une protection importante pour ne pas griller sous le soleil tropical, hein. Et ils avaient besoin quand même de fournir de la vitamine, d'assimiler la vitamine D par une peau un peu plus blanche, surtout pour les femmes. Alors, avec le néolithique, ça a été encore pire, hein. Alors là, c'était une seconde casse, avec l'arrivée de la bouffe néolithique, de la bouffe essentiellement végétale. On est redevenu plus végétarien, on a perdu beaucoup de vitamine D dans la nourriture, et là, on a blanchi. Ça, je l'ai déjà expliqué. Là, on a vraiment blanchi, et apparition, par exemple, en Europe, qui est peu lumineux, l'Europe beaucoup moins lumineux que l'Asie, hein, à cause de la situation littorale, hein, et la situation nuageuse, hein, avec cet Atlantique qui envoie ces nuages, hein. Donc on a blanchi. C'est pour ça qu'on a en Europe une sélection des blondes aux yeux bleus et des blonds aux yeux bleus dans le nord, hein. Sélection qui pourrait n'avoir aucune importance, sauf qu'elle a une importance pour les femmes, hein, qui peuvent à ce moment-là faire beaucoup d'enfants sans souffrir de manque, sans souffrir de décalcification due à une mauvaise assimilation du calcium par manque de vitamine D, hein, synthétisée au niveau de la peau, et qui serait un peu empêchée si la peau était couverte de mélanine, hein. Donc les blondes aux yeux bleus, hein, prouvent par leur blondeur et par les yeux bleus qu'elles sont de bonnes mamans. Je l'avais expliqué dans une vidéo. Pour ça, en Europe, on aime les blondes aux yeux bleus, mais ça diverge un peu. Donc voilà ce qu'on a hérité des Néandertaliens. Dernier petit truc qu'on découvrira sûrement sur les Néandertaliens, hein, c'est qu'ils devaient avoir les yeux un peu entourés de gras. Et tiens, un dernier petit truc avant, hein, qu'avons-nous hérité des Néandertaliens. Ça, on ne l'a pas hérité parce qu'on n'a plus besoin de ça, vu que le climat, hein, est devenu un peu moins rigoureux, et surtout qu'on se couvre mieux et qu'on a maintenant une technologie qui est arrivée avec des bâtiments nous permettant de nous protéger. Les Néandertaliens n'avaient que des grottes, hein, pour s'abriter l'hiver, et l'été ils devaient partir en camp pour aller tourner dans un territoire, et après on retournait l'hiver sûrement dans une grotte de base, hein, et on n'avait pas les outils nécessaires pour faire des bons abris pour l'hiver. Donc on était condamné, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, condamné, on peut me critiquer, mais je dis condamné l'hiver à vivre en grotte, mais l'été, on partait sur des grands pèlerinages, hein, pour aller chasser, et à ce moment-là, on pouvait s'abriter avec des maisons, avec de la peau, tout ça, c'était suffisant pour survivre, hein, à des températures qui frôlaient les 5, 10, 11 degrés, c'est pas grave, mais dès que ça descend beaucoup plus, on est obligé de retourner dans la grotte, hein. À ce moment-là, pareil, tout le temps, éviter la déperdition calorique. N'oubliez pas que tout est calorique sur Terre, et la nature tend vers l'économie toujours, hein. Et quand elle dépense en général pour pouvoir transmettre la vie, tout simplement, hein, et pouvoir la conserver. Mais quand il n'y a plus de risque, elle se remet au repos, comme nous les culturistes, hein. Quand on finit par faire un régime trop important, on manque de calories, donc le corps se met à fonctionner au ralenti. À ce moment-là, on restocke du gras, même en mangeant quasiment rien, car le métabolisme redescend. Donc voilà, c'est la nature, je parle de la nature en général. Donc voilà, donc on avait hérité de ça. Donc les Néandertaliens devaient avoir les yeux un peu gras autour, hein,
peut-être pas bridé, mais légèrement, peut-être, sûrement un peu, pas énormément, mais légèrement, avec une couche de gras autour. Et alors, chose marrante, parce que j'ai étudié la pneumatisation des Néandertaliens de mon côté, leur face est projetée en avant, hein, et les projeter en avant est très pneumatisée. C'est pneumatisé, il y a des sinus, hein, des sinus creux, hein, qui permettaient sûrement, comme je l'explique tout le temps, de faire une protection, hein, ça fait un peu comme des briques creuses, qui permettaient justement de protéger les éléments comme le nez, comme les yeux, comme les bronches, hein, comme même le cerveau derrière, qui permettait surtout le nez, hein, et surtout les yeux, hein, avec projeté un peu en avant, qui permettait de faire une protection au froid par une couche d'isolation. C'est l'isolation thermique, hein, par un vide d'air tout simplement. Alors on retrouve ce système de protection au froid avec, pareil, chez les Asiatiques, mais alors à ce moment-là, ça a pris une autre dimension, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une projection de la face en avant, comme chez les Néandertaliens, hein, on a chez les Asiatiques, hein, qui sont passés par les steppes du Nord, beaucoup, alors certains sont passés par le Sud, mais les adaptations au Nord ont énormément marqué la morphologie des Asiatiques, hein, pas à la faible luminosité, parce que c'est plus lumineux, c'est moins océanique, mais surtout au Nord, hein, dans les plaines de Mongolie, tout ça, après, quand on descend un peu, hein, Sibérie du Sud, et on descend. Donc on s'aperçoit qu'il y a un élargissement de la face et une pneumatisation de la face, pneumatisation, c'est-à-dire des sinus plus importants, permettant tout simplement d'avoir des vides d'air pour isoler et maintenir la chaleur interne, et protéger les éléments comme les yeux, comme les éléments nerveux, comme les nerfs, hein, et comme le nez et toute la sphère ORL supérieure, hein, pour pas qu'elle se refroidisse, parce que si elle se refroidisse, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir pas mal de trucs, c'est pas le top. Donc voilà, donc on a le phénomène identique chez Néandertaliens, hein, chez les Néandertals, mais lui en projection avant, et chez les Asiatiques en projection latérale, ce qui fait que les Asiatiques ont un crâne court, parce qu'ils sont élargis latéralement, et les Néandertaliens ont un crâne vers l'avant, mais ces deux formes de crâne ont la même fonction, pneumatisation, protection au froid. Hein. Donc vous voyez que la nature trouve tout le temps des solutions, c'est marrant. Alors nous, en Europe, on a conservé un système intermédiaire, hein. On n'a plus trop froid, donc vous voyez, on est peut-être pas trop large, hein, par rapport à un Asiatique, avec un crâne moyen, hein. On n'a pas un crâne court, hein, comme les Asiatiques. Hein. Regardez un Asiatique dans la rue, si vous êtes Asiatique, regardez-vous dans la glace, vous verrez que vous avez la face large et le crâne tout plat à l'arrière. Hein. Je regardais les bébés asiatiques, c'est ça. Hein, c'est marrant. Alors voilà, adaptation au froid. Donc voilà, alors là, ça, on ne l'a pas hérité des Néandertaliens, mais on a hérité de pas mal de trucs. Donc nous devons aux Néandertaliens notre morphologie un peu plus rablée, hein, bien que les Allemands aient poussé en hauteur, et ça, c'est à cause du lait, hein, bien sûr, hein, ça pousse au cartilage de conjugaison. Toutes les peuplades qui ont basé une partie de leur alimentation sur le lait se voient booster au niveau des cartilages de conjugaison et se voient grandir d'une façon très très importante. Ils grandissent beaucoup au niveau des membres, et les femmes s'élargissent de bassin, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Elles s'élargissent de bassin parce que comme les bébés sont boostés par la nourriture de la maman et l'apport important de calcium, de gras et d'hormones contenues dans le lait, hein, il y a eu une casse énorme chez les buveurs de lait, hein, et donc les Nordiques. Donc les bébés sortaient assez gros, assez gras, avec des os bien formés, et ils bloquaient dans le bassin. Donc chez les Nordiques, on va sûrement pouvoir s'apercevoir qu'il va y avoir peut-être une gestation peut-être plus courte, hein, pour sortir avant. Ça Pic l'avait indiqué d'une façon très intéressante, hein, que les hommes, hein, avec le développement du cerveau aussi, mais moi je pense aussi au nord, hein, il doit peut-être y avoir des fois une gestation un tout petit peu plus courte, une sélection sur une gestation plus courte, pour éviter au bébé de sortir trop gros et de bloquer dans la maman et de tuer le bébé et la maman en même temps. Donc vous voyez, les Nordiques, elles, qui ont bu beaucoup de lait, une sélection plus récente, se sont retrouvées avec un gros bassin parce qu'il y a une sélection très rapide sur le bassin, et vous avez parce que les bébés leur sortaient plus grandes, alors des grandes filles avec des grandes jambes, ça pousse au cartilage de conjugaison, hein, le calcium, hein, tout ça, ce qu'il y a dans le... Ça booste hormonalement au niveau calcium et au niveau protéines, au niveau alimentation, ça booste la maman au niveau les hommes au niveau osseux, hein, quand ils grandissent, mais ça booste aussi le bébé, donc les mamans obligées d'avoir un bassin plus large, hein. C'est pour ça qu'on retrouve des Allemandes avec, mais ça c'est pas les Néandertaliens qui nous ont donné ça, ils n'ont pas bu de lait, on retrouve des Allemandes avec des bassins, des grandes blondes, hein, avec des grandes jambes, des grands culs, des culs bien larges, hein, des gros culs, hein, comme Valkyrie de Wagnerienne, hein, hein, vous savez, c'est donc une grosse blonde à natte avec des gros seins, hein, oui, ben, on se court un peu de gras, des grandes jambes, hein, et puis un énorme cul. Alors quand vous allez en Allemagne du Nord, vous pouvez voir souvent cette morphologie des grandes filles blondes avec des très jolies têtes, hein, des têtes allemandes, hein, mais
avec un cul énorme. Et l'allemand aime le gros cul en général, comme l'africain aime le gros cul pour d'autres raisons. Hein. L'allemand va aimer le gros cul parce que il permettra de faire des beaux bébés, hein, en général, des bébés assez volumineux, mais qui naissent des fois avant terme. Hein. Ça peut arriver, alors, il faudrait vérifier les études, mais ça doit jouer dedans. Je suis sûr qu'il doit y avoir une variation, il doit y avoir de plus en plus de prématurés aussi. Il y a dû avoir en Europe une légère prématuration, un peu prématuré les bébés. Donc voilà ce que j'avais à dire. Alors en Afrique, eux, ils aiment les gros culs pour stocker uniquement de la graisse. La maman stocke la graisse sur les fesses uniquement, parce que si elle le stocke sur tout le corps, alors elle a le bassin moins large, parce que le bébé est moins gros, bien sûr, hein, et moins gros parce qu'il est moins gras déjà, il est moins grand. C'est pas la même forme. Hein, donc, avec moins de capacité de stocker du gras aussi, mais avec un cul plus graisseux, hein, et très localisé au niveau du gras. Donc les Africains sont attirés aussi souvent par le gros cul. Et quand on va en Afrique, on voit les Africains maigres, tout secs, sans gras sur le corps, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin de se couvrir d'un manteau de gras pour survivre. Hein. On les voit attirés par les filles au gros cul. Hein. Alors pour l'Européen, gros cul, mais pour eux, c'est une preuve que la maman pourra bien l'alimenter, parce que la réserve de gras est uniquement stockée sur les fesses chez l'Africaine en général, plus le bassin légèrement antéversé, sans cambrure, bien sûr, comme je l'explique dans d'autres vidéos, hein, pour légèrement antéversé, mais surtout légèrement antéversé, mais avec une projection de l'os iliaque vers l'arrière et le sacrum pour pouvoir ancrer un gros fessier pour compenser ses grandes jambes, adapté à un climat chaud pour mieux thermoréguler, évacuer à ce moment-là la température. Un phénomène inverse des Néandertaliens qui ont dû se retrouver avec un cul un peu plat. Et les Néandertaliens on vient de trouver, les Néandertaliens devaient avoir le cul plat, de cul plat et des gros quadriceps, bien sûr. Ça, nous, les Européens, on a hérité de ça des Néandertaliens. Pourquoi ? Parce que le Néandertalien ayant des jambes courtes n'a pas besoin d'un gros fessier pour se déplacer. Par contre, il a besoin de gros quadriceps et de gros mollets pour marcher et un peu courir des fois, pour pouvoir, en même temps qu'il marche, pour pouvoir générer de la chaleur et ne pas geler. Vous voyez, il n'est pas dans la restitution d'énergie tendineuse comme l'Africain, avec ses grandes jambes, mais avec un bloc moteur vers le haut. Le Néandertalien était plus court. Nous avons hérité de notre morphologie courte sur pattes et de notre cul plat des Européens. Alors, pas moi j'ai un cul bombé, c'est pas tous les Européens, mais nous avons dû hériter ça des Néandertaliens. 400 000 ans, on a évité 400 000 ans de casse génétique. Salut à tous, 37 minutes, c'est un peu long. Mais des fois, c'est bon de faire des vidéos comme ça. Et puis, on remercie encore Svante Pabo pour le regard nouveau qu'il a porté sur l'évolution des hommes, sur l'évolution de la ligne des hommes et de la façon dont ils se sont répartis, dont ils se sont remélangés, dont ils se sont remétissés, pour son apport justement sur l'étude du génome humain, de la génétique humaine. Et je pense que ce monsieur devrait avoir le prix Nobel, car il nous montre qu'on est tous frères, et c'est fabuleux. Et il montre que indirectement, les races, il n'y en a pas bien sûr, mais on va dire, il n'y en a pas, parce qu'il y a tout le temps eu des mélanges, si vous voulez, mais les variations de type, les isolations génétiques, donc qui pourraient entre guillemets faire des races, mais ce ne sont que des mots humains pour montrer qu'il y a des adaptations génétiques à un milieu donné, ont une importance énorme pour sélectionner du matériel génétique adapté à un certain milieu, mais le métissage a une importance énorme aussi pour permettre à un groupe entier de s'adapter en cas de changement de milieu. Voilà. Allez, c'était Fred Delavier, et remercions Svante Pabo pour ses recherches merveilleuses. À bientôt. Qui confirme ce que j'avais dit bien avant.